Il y en a un quand même qui est le plus connu à bord, enfin le plus riche surtout, John Jacob Astor. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a, lui pour le coup, c'est vraiment le symbole de cette époque, je trouve, sur plein de plans. C'est-à-dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui doit sa fortune à sa famille. Hein, il s'appelle John Jacob Astor IV, c'est le signe il y a plusieurs autres qui sont venus avant. Ils ont fait fortune d'abord dans le commerce de fourrure et puis finalement dans l'immobilier. Et donc Astor, il est connu pour posséder énormément de bâtiments à Manhattan, notamment beaucoup de taudis insalubres. Donc ça, c'est le côté peu reluisant de sa fortune. Un marchand de sommeil. Ouais, plus ou moins. Alors bon, comme il y a eu des enquêtes journalistiques justement au début du siècle, des journalistes qui sont allés photographier ce genre de taudis et tout ça, lui, il s'est débarrassé d'une partie des siens parce qu'il trouvait quand même que c'était un peu emmerdant pour son image. Mais donc voilà, il y a ce côté-là, cette richesse-là qui est forcément fondée sur des inégalités criantes. Et puis à côté de ça, c'est des gens qui du coup ont beaucoup de temps libre d'une certaine manière, hein, puisque c'est des rentiers de ce point de vue-là. Du coup, Astor, il écrit un bouquin de science-fiction. Il développe des brevets de freins de bicyclette. Il a une petite carrière militaire, il fait du yachting aussi, évidemment, il fait régulièrement des croisières, enfin bref, c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout. Et puis, au moment du naufrage, il fait surtout scandale pour autre chose, c'est son mariage, puisque donc Astor, c'est quelqu'un qui a 47 ans, je crois, au moment du naufrage. Il a longtemps été marié à une femme qui lui a fait notamment un héritier, un fils, Vincent, qui a la vingtaine là au moment du naufrage aussi, et qui est à New York, qui est pas sur le Titanic. Et puis le truc c'est que Astor, son couple lui plaît pas des masses, que ça fait longtemps que les époux Astor ont envie de divorcer. Alors ils ont entendu que maman Astor soit morte parce qu'elle aurait pas supporté de voir son fils divorcer, mais maintenant que maman Astor est morte, ils ont divorcé très rapidement, quoi. Et puis le truc c'est qu'Astor il est tombé amoureux d'une demoiselle qui a à peine 18 ans. Je rappelle qu'il en a 47, donc elle est plus jeune que son fils en fait. Et donc début 1912, il épouse cette jeune fille qu'on voit sur la photo. Là, ils sont tous les deux en train de vivre leur meilleure vie sur une voiture. Et donc il se marie début 1912 et ça fait évidemment scandale. Alors pas tant pour la différence d'âge parce que on est en 1912 et que c'est pas trop le genre de truc sur quoi les questions de consentement liées à l'âge, on va pas trop penser à ça. Par contre, ce qui fait scandale, c'est surtout que il a divorcé et que donc se remarier, c'est scandaleux. À tel point d'ailleurs que le pasteur qui va officier pour leur mariage va être obligé ensuite de quitter les ordres suite à une polémique monstre. Enfin, c'est vraiment les gens ont que ça à faire, quoi. Donc ça fait une grosse polémique. Ce qui fait que Astor et sa femme, là, sa nouvelle femme, ont décidé, début 1912, d'aller prendre un petit peu l'air, d'aller se balader en Égypte, en Europe, pendant quelques temps. Et en avril 1912, ils sont de retour sur le Titanic parce que la jeune épouse, Madeleine, est enceinte. Et donc, il la ramène aux États-Unis pour qu'elle puisse accoucher aux États-Unis. Et donc, pendant le naufrage, Astor lui-même est mort, sa femme a survécu, a accouché d'un bébé à l'arrivée. Et alors, on a découvert que dans son testament, ce brave homme avait assuré à sa femme sa fortune, à la condition qu'il ne se remarie jamais. Autrement, elle n'avait qu'une rente à vie. Et elle s'est remariée 3 fois. Elle s'est remariée 3 fois, donc voilà. Mais voilà, donc c'était Astor, l'homme le plus riche du navire. Alors il y a aussi quand même dans les personnages, et là un peu plus... c'est plus sympathique, je trouve, en tout cas une plus belle histoire. Je vais essayer de vous trouver une photo où ils sont tous les deux, voilà. Alors les époux Strauss, ce sont des gens qui sont nés en Allemagne à l'origine, dans les années 1840, donc ils ont une bonne soixantaine d'années, là. Et puis ce sont deux gens qui ont émigré dans des familles assez pauvres, au départ, dans leur jeunesse. Je pense, comme ce sont des juifs, je pense qu'ils fuyaient sûrement un petit peu l'antisémitisme du coin et tout, notamment.
Et Isidore Strauss a fait toute sa carrière en fait dans un grand magasin new-yorkais, Macy's. Et il a plus ou moins monté les échelons jusqu'à en devenir le dirigeant. Il est devenu aussi un temps député démocrate, je crois. C'est vraiment devenu quelqu'un de connu et d'emblématique. Et donc ils sont partis sur le Titanic. Et on sait que c'est un couple extrêmement fusionnel. Qu'ils étaient vraiment inséparables et donc au moment du naufrage on a plusieurs témoignages vu que les gens les connaissaient assez bien. On a plusieurs témoignages de gens qui les ont vus en fait près d'un canot, alors à bâbord, à l'endroit où on interdisait catégoriquement aux hommes de monter même quand il restait de la place. Et Ida Strauss du coup a fait monter sa femme de chambre dans un canot. Et puis, au moment où elle-même aurait dû monter, elle s'est ravisée, ou elle a refusé, et elle a dit très clairement à son mari moi, je vais uniquement où tu vas. Si tu vas pas dans le canot, je pars pas avec toi. Enfin, je pars pas sans toi. Et on a commencé à suggérer autour que, comme Isidore Strauss était un vieux monsieur, peut-être qu'il était légitime qu'il monte dans le canot lui aussi, que ce ne serait pas un problème. Et Isidore Strauss a refusé catégoriquement en disant non, moi je ne monterai pas tant que d'autres hommes ne seront pas montés. Et donc ils sont morts tous les deux dans le naufrage, ce qui fait qu'ils sont devenus vraiment des icônes de cet amour vraiment jusqu'au boutiste là pour le coup. Moi je serais monté. Il y a des mémoriaux en leur honneur. Toi t'aurais dit attendez, si je monte dans le canot mais qu'il reste, est-ce que ça compte dans l'assurance ou pas? La maison elle est remboursée, il se passe quoi? Alors, c'est remboursé? Ok, allez. C'est pas vrai. Voilà. Non mais c'est vrai que sur cette photo, enfin on sent une certaine tendresse, cette main qui pose lui sur son genou mais qui rapproche d'elle, et puis elle qui, comme si elle tendait un peu son coude pour avoir quand même, tu vois, une certaine proximité avec lui, on sent qu'il y a quelque chose quoi. Oui, bah et puis c'est pas toujours le cas dans les couples de riches à l'époque. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des Duff Gordon, là, le champion d'escrime et sa femme qui fait de la lingerie fine. Eux, ils font cabine à part sur le Titanic. Ouais. Donc ils ont eu une suite de vie où ils étaient plus ou moins séparés sans trop l'être. Enfin, c'était un peu particulier. Donc il y a un petit peu de tout comme ça. Mais donc Ida Strauss, c'est une des 4 femmes en fait à bord du Titanic qui sont mortes en première classe. Toutes les autres ont réussi à trouver une place. Et donc elle, on sait vraiment que c'était par refus catégorique de quitter son mari. Donc on a vraiment de tout comme passager. Il y en a quand même une aussi, je voulais juste vous montrer parce que je vous en ai parlé hier, de l'actrice Dorothy Gibson. Je crois même que... Oui, on a une photo de son film, donc je vais vous montrer, voilà. Je vous avais parlé hier du film où une actrice passagère du Titanic avait tourné sur le naufrage du Titanic. Et donc là, je vous envoie la photo. Une des rares photos, en fait, c'est une photo publicitaire du film. Et donc, on la voit là, se rassurant dans les bras de son amoureux après le naufrage, en racontant son histoire à sa famille. Donc le film est perdu, mais on a les restes de la publicité du film. Donc voilà, c'est parce qu'on est sur le Titanic, on est à un moment où il y a aussi les débuts du cinéma, donc on a aussi ce genre de choses. Quelqu'un demandait s'il y avait des Français. Ouais, quelqu'un demandait s'il y avait des Français célèbres à bord. Alors pas des célèbres, mais justement je trouve que les 3 Français qui étaient à bord sont assez représentatifs, en première classe je veux dire, sont assez représentatifs justement de ce que pouvaient être des passagers de première classe du Titanic, puisque donc on en a un qui est un sculpteur qui se rend au Canada pour l'inauguration d'une de ses œuvres. On en a un qui est un négociant du Havre, je crois, à la base. Et on en a un dernier qui est à la fois industriel et surtout pilote d'avion. Mais pilote amateur, quoi, là, plutôt plus pour le plaisir. Et donc, voilà, c'est un peu pour se donner une idée des gens qui voyagent à bord. Il est mort ?
Et alors non, ces 3 Français ont survécu. Ils ont survécu pas... ensemble dans le même canot. Ils sont partis dans le même canot, dans le premier canot d'ailleurs à partir. Parce que comme c'était 3 célibataires endurcis, ils n'avaient pas de femmes à aller chercher ni rien. Comme ils étaient en train de jouer aux cartes au moment de la collision, ils ont vu passer l'iceberg, ils se sont dit qu'il se passait quelque chose. Et du coup, ils sont montés sur le pont et quand ils ont vu qu'on chargeait le premier canot, ils se sont approchés. On leur a dit il y a encore de la place, montez, et ils sont partis comme ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois, parce qu'il était membre de notre association, avec le fils d'un de ces trois personnages, qui avait 90 ans, bien passé, quand j'ai parlé avec lui. Mais c'était assez marrant de voir que voilà, c'était un homme qui avait eu une vie assez chargée, puisqu'en fait, 4 ans après avoir survécu au Titanic, il était à Verdun, quoi. Et il a survécu à Verdun aussi, d'ailleurs. Ah ouais, le gars. Donc ça fait une sacrée vie, ça fait une vie agitée. Tu m'étonnes. Parce qu'on oublie ça, mais il y a une guerre mondiale 2 ans après, et il y en a qui sont partis combattre dans cette guerre mondiale. Surtout, ceux qui sont morts pendant la guerre, c'est plutôt dans la marine, mais on a aussi un jeune Américain qui est mort dans les tranchées après avoir survécu au Titanic. Donc, pas de chance. Ensuite, qui je pourrais vous montrer d'un petit peu intéressant. Là, j'ai fait le tour quand même. Alors si, parmi les Français aussi, justement, qui voyageaient en première classe, ça c'est un truc intéressant, il y avait beaucoup de femmes de chambre. Les grandes dames américaines aimaient bien avoir des domestiques françaises. Et donc, on a plusieurs jeunes filles qui venaient parfois de patelins un peu perdus, du nord de la France, de changements d'endroit, qui partaient travailler pour des riches américaines pendant des fois 10-20 ans, et qui faisaient leur vie comme ça, et qui, du coup, être la dame de compagnie comme ça d'une personne très riche, on va dire que ça avait des à côté très positifs, quoi, parce que ça veut dire que tu voyages en première classe sur le Titanic, tu te balades avec eux dans des endroits extrêmement cossus, tu vis bien, quoi, quand même. Donc c'était assez intéressant. Mais tu quittes tout, quand même. Mais voilà, c'était pendant longtemps, oui, du coup, ces personnages-là, c'était la cousine d'Amérique, quoi, la cousine qui est partie vivre en Amérique et puis qui reviendra à l'âge de faire des enfants et de fonder un foyer éventuellement, ou qui n'en fondera pas du tout parce que c'est pas son truc. Et on sait d'ailleurs pourquoi il y avait une appétence pour les accompagnantes françaises. Alors je sais pas si c'est une appétence particulière, mais en tout cas il y en a pas mal sur le Titanic, trop pour que ce soit un hasard. Mais je pense qu'il y a un côté aussi, une certaine culture, un côté, tu vois, pareil, qu'on va trouver par exemple pour la gastronomie, l'art de vivre, ce genre de choses. Donc il y a sûrement un petit côté vision fantasmée de la France, ce côté-là un petit peu exotique, un petit peu sympa. Puisque par exemple, sur le Titanic, il y avait ce fameux restaurant à la carte, qui était le restaurant où vraiment tu mangeais quand tu voulais manger, même pas dans la salle à manger principale, mais payer un supplément pour manger là-bas. Et là, c'était un restaurant qui était tenu par une équipe franco-italienne, par exemple, avec des serveurs italiens et français notamment, pour vraiment renforcer ce côté-là continental. Et je pense que ça faisait partie aussi de l'expérience, hein. Le fait que ce soit des Français, des Italiens, ça donnait un surplus d'authenticité. Ouais. Voilà. Il y a Red Von Game qui dit il y a le mythe de la photo de l'iceberg. Alors oui, on a plein de photos d'icebergs qui ont été prises parfois au même moment, parfois un peu plus tard, par des navires qui passaient dans le même coin. Et tous disent, c'est nous, on a l'iceberg du Titanic. Mais c'est assez difficile de savoir si c'est le bon, évidemment, parce que de toute façon, au lever du jour, par exemple, les passagers du Titanic ont constaté dans les canaux qu'ils étaient entourés par des icebergs. Il y en avait pas mal, quoi, autour. Donc, pour savoir si c'est le bon, c'est pas simple. Alors après, on a les descriptions que quelques gens ont fait de l'iceberg du Titanic, ceux qui ont assisté à la collision. Bon, il y en a certains qui disent qu'il ressemblait au rocher de Gibraltar. Donc après, voilà, on peut regarder les photos des icebergs qui ont été
prise à ce moment-là dans le coin et puis se dire est-ce que ça ressemble au rocher de Gibraltar, mais ça reste difficile, quoi. Mais récemment, par exemple, je crois qu'il y a eu justement une photo qui a été vendue assez cher parce qu'il était prétendu que c'était la photo de l'iceberg, alors que manifestement c'était une photo prise par l'équipage d'un bateau qui n'était pas dans le bon coin à ce moment-là. Mais bon, ça permettait de faire là aussi vendre un peu. Voilà, si vous voyez un iceberg qui ressemble à ça, c'est peut-être le jackpot. Pensez-y, prenez-le en photo. Voilà. Après, le problème, c'est que sous quel angle il ressemblait au rocher de Gibraltar. C'est ça. Vu dessous. Sinon, quelqu'un demandait tout à l'heure, là, mais il y a pas mal de temps, mais ça fait partie des trucs que je voulais évoquer aussi, si je pouvais en parler un peu de l'équipage et notamment de ceux qui travaillaient dans les machines. C'est important parce qu'on a peu de visibilité de ces gens-là, notamment, je vous avais dit hier, on n'a pas de photos des endroits où ils travaillent, par exemple. Donc c'est compliqué. Simplement, on a donc 325 personnes qui travaillent dans ce département-là, dans le département machine, qui sont dirigés par ce qu'on appelle le chef mécanicien, qui est un officier, puis qui est entouré de tout un tas d'officiers mécaniciens. Tous les officiers mécaniciens du Titanic sont morts, puisque tous, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas de toute façon à monter dans les canaux en priorité, et donc ils sont restés à bord. Et à côté de ça, on avait donc une cohorte énorme de chauffeurs et de soutiers. Donc les chauffeurs, ce sont ceux qui vont enfourner le charbon dans les chaudières, et les soutiers, ce sont ceux qui, avant ça, vont chercher le charbon dans les grosses soutes à charbon. Et c'est des boulots qui ont l'air comme ça très, très bêtes, hein. On pourrait se dire qu'il suffit d'être un peu costaud pour le faire, mais en fait c'est des boulots très techniques, parce que par exemple, le charbon dans une soute à charbon, il faut pas le prendre n'importe comment, parce qu'il y en a beaucoup, et que si on le déséquilibre, on se fait tuer sous une avalanche de charbon, en fait. Que si on le prend tout le temps du même côté, on déséquilibre le bateau, c'est pas cool. Donc c'est un travail vraiment difficile, et puis un petit peu plus technique qu'on pourrait le penser, qui a aussi des conséquences sur la santé, hein, parce que le charbon, la poussière, tout ça, c'est pas bon pour les poumons sur la durée. Et puis ensuite, les chauffeurs, pareil, ceux qui mettent le charbon dans les chaudières, il ne s'agit pas juste d'avoir un bon coup de pelle, il faut aussi réussir à le mettre de façon à ce qu'il brûle de façon optimale. Donc on en met en gérant bien le timing, il faut l'équilibrer un petit peu à l'intérieur, il faut nettoyer les mauvaises suies parce que sinon c'est dégueulasse, il faut évacuer la cendre régulièrement. Il fait très chaud dans les salles des chaudières. Il peut faire plus de 50 degrés très facilement, donc c'est un truc de fou. En plus, il fait plus de 50 degrés, alors souvent du coup on les représente comme travaillant à moitié à poil, mais non, parce que comme il y a du charbon notamment et des flammes, il vaut mieux se protéger un petit peu, donc il vaut mieux porter des vêtements quand même relativement protecteurs, un petit peu épais. Donc oui, il faut faire gaffe à ça. Pour peu que le bateau soit sur une mer agitée, il faut gérer en plus le fait que, par exemple, au moment où on enfourne le charbon, il faut pas qu'il ressorte d'un coup. Donc oui, c'est très 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 compliqué à gérer tout ça. Et c'est un boulot vraiment, vraiment épuisant. Et donc, pour vous imaginer le truc, c'est locotechnique, ça fait en fait toute la longueur du navire, puisque à l'avant, enfin presque tout à l'avant, vous avez les cales, mais à partir de l'endroit où vous avez la première cheminée, en fait, vous avez les premières salles des chaudières, et vous en avez 6 en tout des salles des chaudières. Puis après, vous avez la gigantesque salle des machines, où là, finalement, il y a moins de gens qui travaillent, puisque les machines, une fois qu'elles tournent, mais il faut surveiller quand même qu'elles tournent à la bonne vitesse, etc. On fait aussi beaucoup de calculs, en fait, dans les salles de machines, on s'en doute peu, mais on calcule le charbon qui a été dépensé chaque jour pour être sûr d'en avoir assez, on calcule à quelle vitesse on va, à quelle vitesse tournent les machines, etc. C'est beaucoup de travail comme ça, et beaucoup de choses différentes. Et donc, on a quelques chauffeurs, quelques soutiers, quelques graisseurs qui ont survécu. Mais enfin, une très très grande proportion de ce personnel-là est mort. Donc
C'est vraiment des gens qui étaient en première ligne et qui souvent ont fait leur travail, notamment les électriciens par exemple, ont fait leur travail jusqu'au bout pour que le navire ait de l'électricité. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc c'était un sacré calvaire quoi, pour bosser dans ces endroits-là. Ça n'était pas si mal payé que ça par rapport aux autres marins, etc. Mais c'était pas non plus c'était pas non plus un beau boulot quoi. Ça c'est évident. Mais c'était un boulot plus qualifié que ce qu'on dit quoi. Il y a quelqu'un qui demande pour les cloisons étanches qui ne montaient pas assez haut dans les compartiments, est-ce que c'est réel ou pas ? Tout dépend de ce qu'on appelle pas assez haut. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai expliqué hier, on les fait monter jusque là où il faut qu'elles montent pour s'assurer d'un objectif donné. Et l'objectif ici, c'était s'il y a 2 compartiments contigus qui sont touchés, le bateau doit tenir. Et dans le cas du Titanic, ça c'est certain. Les compartiments vont assez haut pour que, quels que soient les 2 compartiments contigus touchés, ils ne coulent pas. Et pareil à l'avant, on les fait monter un peu plus haut là pour être sûr que même s'il y en a 3 ou 4 qui sont touchés, le bateau tienne. Donc là aussi, c'est bon, le navire était bien conçu pour ça. Simplement, il se trouve que effectivement, on est toujours obligé aussi d'évaluer le rapport entre les risques et les contraintes. C'est-à-dire que si on voulait faire des compartiments qui montent jusqu'en haut partout dans le navire, et ben ça veut dire que le navire en plus ensuite on peut pas l'aménager. Parce qu'on ne pourra pas faire de grandes salles, par exemple. On sera obligé d'envisager des sorties de secours partout, parce que il faudra envisager que chaque compartiment soit indépendant les uns des autres. C'est pas pratique du tout. Donc, on évite. En fait, le problème, c'est un peu comme, par exemple, le nombre de moteurs qu'on va mettre sur un avion. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que 4 moteurs, c'est pas assez, parce que qu'est-ce qui se passe si les 4 tombent en panne ? Bon, dans ce cas, on peut en mettre 6, mais il y a toujours le risque que les 6 tombent en panne aussi. Et ainsi de suite. Donc il y a un moment où il faut se dire voilà à quel moment les probabilités commencent à nous donner raison. Et dans le cas du Titanic, je trouve qu'elles donnaient raison quoi. Simplement il y a toujours le très improbable qui peut arriver. Alors tu nous disais que les électriciens ont fait leur taf jusqu'au bout, c'est-à-dire que le courant s'est coupé à quel moment finalement ? C'est vrai qu'on a priori dans le film le courant se coupe quand il se traite en deux, comme ça. A priori, le courant s'est coupé au moment où le Titanic s'est cassé en 2 ou quelques secondes avant. Mais donc on est peut-être 2-3 minutes avant qu'il disparaisse. Donc quand je dis jusqu'au dernier moment, c'est vraiment jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on a des messages radio qui partent jusque très tard, hein, même si y avait de moins en moins de puissance et qu'à la fin les autres navires n'entendaient plus grand-chose. Mais par exemple, la radio a continué à fonctionner jusqu'à 10 minutes peut-être avant le naufrage final, quoi. Et donc, aucun des électriciens, pareil, n'a survécu ou n'a certainement revu, ne serait-ce que le jour, hein, là, dans ce cas précis. Ils ont sûrement bossé vraiment jusqu'au bout. Et les machines, elles ont tourné jusqu'à quand ? Alors les machines, par contre, on les a arrêtées très vite, parce qu'en fait, de toute façon, au moment de la collision, déjà, on les avait mis sur stop, peut-être même sur machine arrière. Ensuite, on a recommencé à avancer très lentement au cas où, parce que le problème d'un bateau à vapeur, en fait, c'est que on peut pas l'arrêter juste d'un coup comme ça, parce qu'il y a de la vapeur qui s'accumule sinon, et ça fait boum, quoi. Donc, à partir du moment où on décide vraiment qu'on va l'arrêter, ce qui se passe très vite, hein, parce que très vite on se rend compte qu'il y a un problème, il faut que la vapeur s'échappe d'un coup. Et c'est pour ça, on le voit dans le film d'ailleurs, il y a tout un moment où on entend des bruits assourdissants, parce qu'il y a de la vapeur qui s'échappe très fort, et ça fait du bruit pendant un bon moment, hein, ça a dû durer peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Où il y avait, Bisley compare ça par exemple à des dizaines de locomotives qui laisseraient échapper leur vapeur tout ensemble d'un coup, et c'est cauchemardesque. On peut pas s'entendre parler autour, c'est terrible, mais parce que oui, c'est un bateau à vapeur et que ça s'arrête pas comme ça d'un coup, comme une voiture, quoi. Donc, mais après, on les a pas relancés les machines, parce que on voulait plus faire avancer le bateau. De toute façon, on va pas faire bouger un bateau qui est en train de couler, ça serait un coup à accélérer encore les choses. C'est vrai que je me rappelle pas du bruit non plus dans le
dans le film. Ça donne envie il le fait pas durer très longtemps non plus parce que ce serait invivable. Mais il y a quelques scènes sur le pont où, au moment où il prépare les canaux, où on a ce bruit-là, on voit des enfants qui se bouchent les oreilles parce que ça fait du bruit. Parce que oui, c'était vraiment un truc affreux. Ça devait être flippant, hein, franchement. Ça devait être flippant. Disons que là, c'était un bon moyen aussi pour les gens qui étaient à bord là, de se rendre compte que quand même il se passait un truc. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'était inhabituel. Donc ça, puis juste après, il y a eu les tirs de fusée. Puisque donc ça j'en ai pas parlé hier d'ailleurs et c'est un gros dossier. Pendant que le navire coulait, certaines personnes à bord ont vu qu'il y avait un bateau pas loin, enfin ils ont vu des feux d'un bateau pas très loin et ce bateau ne semblait pas bouger, donc ils se sont dit que mince, il y avait un problème. Et puis en plus tous les bateaux qui avaient répondu par radio étaient assez loin. Le Carpathia était le plus près, mais enfin il en avait quand même pour 4 bonnes heures de route, et donc le bateau qu'ils voyaient là à distance était manifestement plus près. Le problème c'est qu'à l'époque tous les bateaux n'avaient pas la radio, et même ceux qui l'avaient n'assuraient pas une veille permanente, parce que des fois ils avaient qu'un seul opérateur et que les gens dorment, donc il fallait bien trouver des moments. Et donc pour se signaler à ce bateau-là, ils ont utilisé 2 moyens. Ils ont utilisé des fusées pour essayer d'attirer leur attention par le bruit et par la lumière, et ils utilisaient aussi des lampes morses. En fait c'est des lampes très puissantes, et on parle en morse avec les lampes, en allumant et en éteignant la lampe, pour essayer de communiquer. Et le navire n'a jamais répondu. Et alors on sait quel était ce navire aujourd'hui. On sait que c'était un cargo, le Californian, qui était arrêté par les glaces, en fait, qui s'était arrêté quelques minutes avant, peut-être 1 heure avant que le Titanic heurte l'iceberg. Le Californian même avait tenté de prévenir le Titanic qu'il y avait des glaces. Le problème, c'est que son opérateur s'y était un petit peu mal pris. Et son opérateur s'y était tellement mal pris, en fait, que l'opérateur du Titanic l'a renvoyé balader en lui disant « Écoute, j'ai du boulot, j'entends pas ce que tu me dis, tais-toi ». Du coup, l'opérateur du Californian s'est couché. Et donc, ces officiers, en plus, étaient un peu con-con. Ils ont vu les fusées, ils ont prévenu au début le capitaine qui leur a dit « Si vous continuez à en voir, prévenez-moi ». Et puis ils ont pas prévenu tout de suite. Enfin, c'est très bizarre. Donc, ils se sont tous réveillés à 5h du matin en se disant « Il s'est peut-être passé quelque chose, on va allumer la radio ». Et c'est en allumant la radio qu'ils ont appris qu'il y avait le Titanic qui avait coulé juste à côté, ou enfin qui ne donnait plus signe de vie juste à côté, et du coup ils se sont mis en route. La boulette. Et voilà, donc la boulette. Et alors du coup, après ça, on les a accusés finalement de ne pas avoir aidé, évidemment. Et surtout, on a théorisé, et ça c'est totalement faux, qu'ils auraient pu sauver les gens. Or, en réalité, quand on regarde un petit peu le timing et tout, le temps que le Californian vienne, vu qu'il était pris dans les glaces, vu qu'il était à l'arrêt, le temps que vraiment ils comprennent ce qui se passait et tout, quand bien même ils auraient agi, ils seraient arrivés trop tard pour aider qui que ce soit, très probablement. Parce qu'une opération de transbordage comme ça, d'un navire à un autre, c'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes. Et donc, de toute façon, ils seraient arrivés trop tard pour sauver des vies. Mais simplement, c'est vrai que malgré tout, ils ont fait une grosse erreur, quoi. Et donc oui, c'est une histoire qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment, parce que le capitaine du Californian a été fortement blâmé. Comme en plus on a blâmé personne d'autre pour cette histoire dans les procédures officielles, c'est vraiment lui qui a tout pris. Alors il n'a pas pris de peine de prison ou quoi, mais il a perdu son boulot quand même. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de se défendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des polémiques, parce qu'il y a des gens qui essaient d'expliquer que c'était un autre navire, que c'était pas le Californian, mais que c'était un autre navire, qu'il y avait un navire fantôme entre les deux, qu'il y avait tout un tas d'histoires. Et du coup, ça se bat très, très fortement sur cette histoire. Mais voilà, c'est beaucoup de choses. Et alors quelqu'un me pose la question du fameux message, est-ce que ça aurait pu alerter ? En fait, le problème, c'est qu'à bord du Titanic, ça faisait toute la journée qu'ils recevaient des messages qui leur indiquaient des glaces là où ils allaient. Simplement, ils se disaient, tant que la visibilité est claire, on les verra, donc il n'y a pas de raison de ralentir. Et donc ils ont pêché par excès de confiance. Mais des messages qui leur disaient qu'il y avait des icebergs dans le coin, ils en avaient reçu pas mal. Et tous n'étaient pas arrivés sur la passerelle, mais les officiers en avaient quand même suffisamment pour savoir qu'il se tramait quelque chose. Et simplement, ils avaient trop confiance en eux.
C'est vraiment là, pour le coup, on dit souvent qu'en informatique, quand il y a un problème, très souvent le problème vient d'entre la chaise et le clavier. Et ben là, c'était un petit peu la même chose, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si c'était vrai que les opérateurs du Titanic trollaient les autres bateaux. Il faisait référence à justement le fait qu'il a envoyé balader les camarades de l'autre navire, ou pas du... Il y a quelque chose d'autre. Il trollait pas, mais simplement, faut comprendre que la radio, bon, c'est une nouveauté à l'époque et qu'on utilise surtout à but commercial. D'ailleurs, c'est des compagnies privées qui sont prestataires, c'est-à-dire que les opérateurs, ils sont payés par la société Marconi, ils sont même pas payés par la White Star. Et ils fournissent un service qui, normalement, est surtout commercial, qui consiste surtout à envoyer les messages des passagers. Et puis, accessoirement, il se trouve qu'on s'est rendu compte que quand même, ça servait aussi pour la navigation. Et du coup, ils ont pour fonction aussi de relayer les messages de service. Mais il faut indiquer que c'est des messages de service. Et l'opérateur du Californian a fait cette erreur de ne pas indiquer que c'était un message de service. Il a envoyé ça comme un message juste comme ça, comme on relaie une information, quoi, en lui disant dites mon vieux, on est coincé dans les glaces, sans dire c'est un message pour le capitaine, etc. Et du côté du Titanic, les opérateurs, qui étaient 2 et qui se relayaient 24 heures sur 24, leur boulot, c'était surtout en fait d'envoyer tous les messages des passagers, et ça pouvait être plein de choses, hein. Ça pouvait être des ventes à faire en bourse, ça pouvait être juste du coucou, on arrivera à l'heure, il y avait de tout. Et en plus, le jour du naufrage, ils ont le problème supplémentaire qui est que la nuit précédente, la radio est tombée en panne. Et qu'ils ont passé une nuit blanche à essayer de réparer leur appareil radio. Ils ont fini par trouver d'où venait le problème, hein. Il y avait un court-circuit à la con. Mais du coup, ça veut dire qu'ils avaient du retard à rattraper. Et en plus, ce 14 avril-là, ils viennent d'entrer en contact, de rentrer en fait à portée d'une station terrestre de Terre-Neuve, ce qui fait que là, d'un coup, ils ont plein de messages à envoyer à la terre ferme en bloc, quoi. Et du coup, ben ouais, le pauvre Phillips, à 23h, quand il reçoit ce message strident d'un bateau voisin qui met même pas les formes, qui précise pas de quoi il est capable, sûrement qu'il a même pas compris de quoi on lui parlait, il a juste entendu des signaux très forts, et il a dit ta gueule, je travaille, quoi. Et l'autre a arrêté du coup. Et donc, des fois, c'est vraiment des trucs idiots. Après, par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait des manifestes problèmes, par exemple, pour communiquer les messages de la salle radio à la passerelle, parce qu'il fallait que les opérateurs radio sortent de la cabine radio pour aller apporter les messages aux officiers. Et des fois, ils en prenaient pas le temps tout de suite. Ils disaient, bon, tel message, c'est pas très important, ça peut attendre. Sauf que du coup, ça pouvait empêcher certains messages importants d'arriver en temps et en heure. Et du coup, sur les navires suivants, on a rendu obligatoire le fait d'avoir une liaison téléphonique ou une liaison par tube pneumatique entre la cabine radio et la passerelle pour s'assurer que les messages arrivent immédiatement. Alors les liaisons par tube pneumatique, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme les Futurama, vous voyez, quand ils s'envoient des messages. C'est exactement ça. Ouais. Je dis ça parce que je savais pas en fait que ça existait avant Moi quand je regardais Futurama, je me disais c'est trop bien. Et un jour je me baladais à Carrefour et j'ai vu qu'ils utilisaient ce système pour s'envoyer des trucs dans le Carrefour, et j'étais comme un ouf en disant mais c'est trop le futur, alors qu'en fait c'est juste le futur du passé, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Voilà. Ouais, sur le Titanic, ils utilisaient pas mal ça, puis ils avaient tout un standard téléphonique, ce qui était assez inédit sur des navires. Enfin, c'était relativement nouveau, quoi, parce que là, bon, c'était surtout des liaisons téléphoniques pour l'équipage, hein, pour discuter d'un bout à l'autre du navire, mais il y avait aussi des moyens, par exemple, pour les passagers qui avaient les meilleures cabines, d'avoir une liaison directe avec les offices pour demander une bouteille, quoi. Donc ça pouvait marcher aussi pour pratique. Ça. Ouais. Quelqu'un pose la question des assurances. Oui. Ça a été un sacré bordel. Alors il y a eu il y a eu 3 en fait procès entre guillemets du Titanic. Il y a eu la commission d'enquête menée par le Sénat des États-Unis, vraiment, et là ça s'est fait vraiment tout de suite, c'est-à-dire que les rescapés sont arrivés le jeudi 18 avril au soir et que les auditions ont commencé le vendredi 19 au matin. Ismay a été le premier à témoigner. Il était à terre depuis moins de 12 heures, quoi, ou à peine. Donc, pas le temps de s'en remettre de ses émotions, quoi. Voilà. C'était fait immédiatement, bon, déjà parce qu'ils avaient peur que les Britanniques se barrent tout de suite, repartent directement au Royaume-Uni. Donc ils ont fait en sorte de les empêcher de partir.
Et puis bon, il fallait quand même faire ça vite parce que justement, il y avait aussi une enquête qui devait se mettre en place au Royaume-Uni. Et donc l'enquête au Royaume-Uni, elle a duré globalement entre mai, juin, juillet. Et donc bon, ces deux enquêtes-là, du coup, à l'été 1912, les deux sont bouclées. Ça a été fait très efficacement et très, très vite. Mais c'était avant tout, c'était pas là des procès pour désigner un coupable ou quoi, c'était vraiment pour comprendre ce qui s'était mal passé et faire des suggestions pour améliorer les choses. Et par contre, pour tout ce qui concernait les questions de sous, évidemment, il y a plein de passagers qui ont rempli des dossiers, parfois qui se sont groupés entre eux pour le faire, pour faire des réclamations. Donc j'ai pas les sommes en tête, mais la somme demandée était collectivement assez importante. Hein. Et alors, on demandait de l'argent pour un petit peu tout, c'est-à-dire que vous avez une riche américaine qui va demander, qui va remplir 3 pages pour décrire tous les bijoux qu'elle avait. Vous avez un immigré italien qui demande remboursement parce qu'il avait une photographie dédicacée de Garibaldi qui appartenait à son grand-père. Vous avez une autre qui demande réparation pour sa machine à marmelade. Vous avez vraiment des trucs assez intéressants comme ça dans les trucs qui étaient transportés. Et ça reste très matériel ou il y a une évaluation du préjudice moral? Il y a aussi, il y a par exemple une productrice de théâtre et femme d'un producteur de théâtre qui a perdu son mari et qui demande dédommagement pour son mari, pour le coup. Qui demande d'être dédommagée de la perte de son mari. Et puis du coup, il y a eu... alors pour savoir si les assurances devaient dédommager, donc évidemment la White Star de son côté essayait de payer le moins possible, hein, ce qui est logique. Elle considérait qu'elle avait rien à se reprocher en tant que telle. Et donc la question se posait de savoir qu'est-ce qui devait être couvert par les assurances, qu'est-ce qui devait être couvert par la White Star, etc. Et il y a eu toute une longue procédure. Ça a duré assez longtemps, hein, puisque je crois que les auditions ont commencé en 1915. Donc en plus, c'était des deux côtés de l'Atlantique. Alors ils ont eu en plus un problème, c'est qu'il y a une partie des assignations à témoigner qui devaient parvenir au Royaume-Uni, qui ont été embarquées sur le Lusitania à la traversée où il a été torpillé. Donc là, tant qu'à faire, hein, voilà. Enfin bref, finalement, on a quand même une partie des témoignages qui ont été donnés. Alors, c'est une enquête sur laquelle on n'a pas toutes les archives encore. C'est assez éparpillé. Mais en tout cas, ils ont fait cette procédure-là. Et puis, il semble que, assez vite quand même, les avocats des parties plaignantes se sont rendus compte que c'était pas gagnable comme procès, que la White Star serait bien défendue et surtout qu'effectivement, il n'y avait pas de faute qui venait de la White Star elle-même. Et du coup, ils se sont tous mis d'accord, comme on fait souvent dans les procès aux États-Unis, hein, on se met d'accord sur une somme pour éviter le procès, quoi. Et c'était une somme très très faible par rapport à ce que demandaient les gens, quoi. Après, je suppose que les assureurs, du coup, pour certains, ont pris le relais, mais ça devait dépendre ensuite de plein de cas différents, donc c'est assez compliqué. Et puis alors, après, il y a des choses beaucoup plus cyniques. Par exemple, certains membres de la famille notamment d'un des musiciens, mais je suppose que c'était le cas pour tous, ont reçu des lettres de l'employeur des musiciens. Pareil, les musiciens n'étaient pas employés par la White Star, ils étaient employés par une agence musicale. Et ils ont reçu une lettre leur demandant en fait de rembourser les uniformes des musiciens morts. Donc voilà. C'est l'indécence, quoi. Quand en père de famille tu reçois ça, voilà, ça. Bon, cette agence musicale-là, ils ont vraiment une très mauvaise réputation, on va dire, dans l'historiographie du Titanic, ce qui n'est pas étonnant. C'est la folie, quoi. Tu peux te dire, mais tu comprends qu'à l'époque, tu te dis, ok, c'était peut-être pas comme aujourd'hui, mais c'est chaud d'en arriver jusque-là, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, il y a encore des comportements. Ouais, voilà, mais déjà à l'époque, ça avait sidéré et ça avait été considéré comme complètement odieux. D'autant plus qu'à la même époque, on faisait, notamment pour le chef d'orchestre du Titanic qu'on avait repêché, on avait fait une cérémonie en très grande pompe avec beaucoup de monde à Londres pour lui rendre hommage. Donc ça faisait un peu mauvais genre derrière d'avoir des techniques de rapiat à ce point, quoi. Donc c'était vraiment voilà, il y a ces choses là, quoi. Les suites de l'histoire sont pas les mêmes pour tout le monde, on va dire.
Ouais, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, dans les conséquences sur le long terme du naufrage, c'est ça aussi qui est intéressant sur les gens. Et c'est toujours difficile d'estimer l'impact du traumatisme sur du très long terme. Parce que forcément, de toute façon, quand on réunit un groupe de 712 personnes comme les survivants du Titanic, il est obligé qu'il y en ait qui meurent ensuite dans des accidents, statistiquement je parle, qu'il y en ait qui se suicident, qu'il y en ait comme ça. Donc c'est compliqué de savoir s'il y a un lien avec le naufrage. Donc on est obligé de rentrer un peu dans le détail. Mais donc, on sait qu'il y a des gens qui ont été effectivement traumatisés durablement par ça. Notamment, il y a le cas d'une Belge qui était jeune mariée. Elle voyageait en 3e classe avec son mari. Et dans les canaux, en fait, elle a embarqué sans son mari dans un canot. Donc, elle a eu une crise de panique à l'idée de perdre son mari, qui finalement a survécu. Assez miraculeusement, sauf que la crise de panique avait été trop forte pour elle manifestement, et donc quelques temps plus tard en fait on la retrouve hospitalisée dans un sanatorium, et elle n'en est jamais ressortie. Elle y est morte pas longtemps après le naufrage et tout ça, alors qu'elle était encore très jeune. Donc là pour le coup on a un traumatisme qui manifestement vraiment a eu un impact mortel quoi, sur une personne. Et on a aussi une hôtesse du Titanic, Annie Robinson, qui ensuite n'a plus repris la mer jusqu'en 1914, où là elle décide d'aller voir sa famille aux États-Unis. Et elle voyage sur un petit cargo mixte, donc ils sont pas beaucoup de passagers à bord. Et à un moment, ils se retrouvent dans du brouillard pendant longtemps. Et du coup, dans le brouillard, un bateau, pour se signaler aux autres, il utilise la corne de brume. Donc très régulièrement, il y a ce bruit là de la corne de brume qui revient régulièrement. Et manifestement, ça a ravivé des traumas chez elle. Elle est sortie en trombe de la salle à manger du navire à ce moment-là, en hurlant qu'elle pouvait plus supporter ça. Les autres passagers ont dû se dire sur le moment qu'elle partait juste s'allonger dans sa cabine. Et en fait, on l'a plus jamais revue. Il semble qu'elle se soit jetée à l'eau. Donc voilà, là c'est vraiment là les deux principaux trucs qui sont vraiment liés, je pense, de cause à effet au naufrage, parce qu'après on va avoir d'autres suicides de rescapés, mais parfois bien plus tard, mais qui ne sont pas forcément liés au naufrage lui-même. Par exemple, on a Jack Tyler qui est, pendant le naufrage, un jeune homme, il avait 17 ans à ce moment-là, il a perdu son père, mais lui-même a survécu un peu miraculeusement. Et effectivement, en 1945, il se suicide. Sauf qu'il se suicide parce qu'il venait de perdre son fils dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc, ça n'a pas de rapport avec le Titanic. Pareil, un exemple qu'on ressort très souvent, c'est la vie très tragique de Frederick Fleet, qui est le marin qui a aperçu l'iceberg. Et lui, il a continué sa carrière de marin quelque temps, mais il se trouve qu'en 1965, donc très très longtemps après le naufrage, il s'est suicidé. Et donc les gens disent il portait la culpabilité de l'iceberg, tout ça. En fait, pas du tout. C'est juste que Frédéric Fleet, à ce moment-là, je crois qu'il a 77 ans. C'est un vieil homme. Il est dans une situation de pauvreté extrême. Ça fait très longtemps. Évidemment, il n'a plus l'âge d'être marin. Il en est rendu à vendre des journaux à la criée dans la rue. Et il vivait chez son beau-frère avec sa femme parce qu'il n'avait pas les moyens de loger quelque part. Et cette année-là, en 65, sa femme meurt. Et son beau-frère, du coup, le fout dehors. Et il se retrouve à la rue. Et donc, Frédéric Fleet, on l'a retrouvé pendu dans le jardin du beau-frère, vraisemblablement aussi pour se venger. Et donc, là aussi, aucun lien avec le Titanic, mais tu vas trouver beaucoup de gens qui vont dire c'est la malédiction du Titanic qui s'était répercutée sur lui. Alors que non, c'est juste qu'il a eu une vie... une vie de merde en fait, mais qu'il aurait probablement, que plein de gens ont eu aussi sans être à bord du Titanic, quoi. Bien sûr. Donc c'est très compliqué de faire la part des choses de ce point de vue-là. D'autant qu'on en a d'autres par contre qui vont vivre très vieux après le naufrage et avoir des vies très heureuses sans aucun souci. Et ce traumatisme-là, est-ce qu'il a pu s'étendre à des familles? Je pense à certains événements, tu vois, historiques, des guerres ou autres, qui ont traumatisé par ricochet en fait des membres de famille ou tu vois, qui n'ont pas peut-être vécu directement le truc, mais qui les descendants s'étaient vraiment inscrits dans le traumatisme de cet événement. Est-ce que c'est arrivé sur le Titanic aussi? Est-ce qu'on a des familles entières qui ont porté ce fardeau du Titanic?
Alors, traumatisé, je sais pas, c'est difficile. Mais par exemple, moi, j'ai rencontré la fille de Michel Navratil. Bon, c'était une histoire qu'elle portait aussi, forcément, parce que c'est une histoire qui a baigné toute sa famille. D'ailleurs, elle, du coup, elle n'a pas connu son grand-père puisqu'il est mort sur le Titanic. Bon, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que le rapport après à cet événement, il va différer selon les gens. Bon, il y a des gens qui vont être plutôt dans une démarche aussi du fait qu'ils ont un ancêtre entre guillemets célèbre, et donc ils vont essayer d'honorer sa mémoire ou de l'entretenir, écrire des biographies, ce genre de choses. Mais traumatisme, c'est plus difficile, en tout cas avec la distance à laquelle on est. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi, à estimer. Après, il y a des familles de toute façon qui sont profondément secouées. Forcément, il y a aussi un bilan économique pour ces familles, parce que la règle les femmes et les enfants d'abord, elle a été assez critiquée, par exemple, parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de femmes qui se sont retrouvées sans mari à un moment où c'était lui qui rapportait l'argent. Et donc des femmes qui se retrouvaient sans situation, quoi, à la charge souvent du coup d'autres proches potentiellement, et des fois on a des situations difficiles parce qu'on a tout un projet de vie qui s'effondre d'un coup. Je pense par exemple à la famille Laroche, qui est très intéressante, parce que Joseph Laroche, c'est le seul passager noir du Titanic. Et Joseph Laroche, en fait, à la base, c'est un Haïtien, qui est de très bonne famille, puisque je crois qu'il est neveu d'un des présidents d'Haïti. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas mal dans son pays. Et il est parti en France pour devenir ingénieur. Et donc, au début des années 1910, il est ingénieur pour le métro parisien. Bon, il a une bonne situation, et surtout, il a rencontré une Française qu'il a épousée, Juliette, et ils ont 2 enfants, 2 petites filles, Louise et Simone. Ils ont un 3e enfant qui est en route. Et simplement, Joseph considère que, vu le racisme qu'il y a en France, sa situation est un peu compliquée professionnellement, et du coup, la famille décide de repartir à Haïti. Et donc, ils prennent un billet de 2e classe sur le Titanic. Et le problème, c'est que autant Juliette et les 2 filles survivent, autant Joseph Laroche meurt dans le naufrage. Et on a du coup cette femme parisienne, qui vient de région parisienne, qui n'a rien à voir avec Haïti, mais qui d'un coup là se retrouve à Haïti, où la famille en fait ne l'accueille pas vraiment volontairement, et pas de bonne grâce, et du coup elle se retrouve à repartir en France quasiment aussitôt, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant qu'elle a plus son mari et qu'elle va devoir s'installer à Haïti, quoi. Ah tiens, quelqu'un pose la question du Titanic 2, et ça il faut effectivement qu'on en parle, parce qu'on parlait de marketing à la con au début, et ça, c'est la quintessence du marketing débile. Allez. Donc, faut qu'on parle du Titanic 2. Le Titanic 2, c'est un serpent de mer. Alors, le premier, c'était, je crois, un milliardaire finlandais qui voulait en faire un dans les années 90, juste après le film. On n'a jamais vu le début d'un rivet de ce Titanic 2, évidemment, mais il avait annoncé qu'il allait le faire, et en fait c'était juste un gros coup de com', quoi, parce que le truc, c'est que dès que t'as un hurluberlu qui veut reconstruire le Titanic, qui en parle, tout de suite les journalistes sautent dessus, et donc ça fait de la publicité gratuite. Et donc il y en a un qui a tiré les leçons. Ah ouais, tentez, éventuellement. Et après, vous n'avez pas assez de pognon pour le payer, donc c'est compliqué. Bon, on fait un crowdfunding, ça marche pas, et voilà, tu vois. C'est dommage. Faut être riche avant, c'est le problème. Faut être riche au départ. Faut être riche et s'ennuyer. Et le deuxième qui a fait ça, c'est Clive Palmer, qu'on pourrait qualifier de Donald Trump bas de gamme australien. Ça rend pas du rêve. C'est-à-dire que c'est un baron de l'industrie minière australienne, tout aussi populiste, raciste et con que le Trump original, mais cheap. Et il se trouve qu'en 2012, autour de ça, il avait envie de faire carrière en politique en Australie, notamment pour de sombres histoires de lobbying autour de ces histoires de mines et d'écologie et tout ça.
Et du coup, il a annoncé en 2016, je crois, ou en 2018, mon Titanic 2 prendra la mer. Vous verrez, ce sera génial. Vous pourrez même y manger du ragoût irlandais en 3e classe et vous amuser, parce que la 3e classe, c'est évidemment l'endroit où on s'amuse le plus, parce que les pauvres, eux, ils savent s'amuser et tout ça. Donc ce sera parfait. Je vais le faire construire en Chine et tout. Et il annonçait donc que ça allait venir incessamment sous peu. Il avait même créé une société exprès, la Blue Star Line. Il y avait des images, des images de promotionnelles et tout. Et il était super fier. Et en fait, son bateau n'a jamais commencé à être construit. En plus, il voulait le construire en Chine et il s'est engueulé avec la Chine parce qu'il a commencé à tenir des propos racistes sur les Chinois qui volent le travail des Australiens. Okay. Ensuite, voilà. Donc ensuite, très régulièrement, en fait, il y avait des annonces dans la presse. Très régulièrement, la presse relayait l'annonce. Hein, tous les ans ou tous les 2 ans, ils refaisaient une annonce. Allez, cette fois-ci, c'est parti et tout ça. Et les gens l'annonçaient, disaient ah, c'est super, c'est parti et tout ça. Puis en fait, rien. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui encore, on l'attend, puisque il est censé être là depuis 2018 au moins, et que voilà, il n'arrivera jamais, mais. Et est-ce qu'on est à l'abri d'un autre délire, d'un gros mégalo qui ferait... Potentiellement. Après, pour le coup, Clive Palmer, bon, il continue régulièrement à tenter le coup, hein, sauf que bon, il a perdu pas mal de sa fortune, je crois, ces derniers temps. Que son parti, alors il avait créé un parti qui portait son nom quand même, hein, il avait créé le Palmer United Party, tant qu'à faire, parce que quitte à avoir un programme politique, autant que ce soit sur ton nom uniquement. Et en fait, il a réussi à avoir une scission dans son parti à son nom. Donc c'est vraiment dire à quel point c'était un trou du cul. Et donc là, aujourd'hui, c'est compromis. Mais il avait eu un autre programme aussi, un autre projet qu'il a mené jusqu'au bout. C'était de construire Jurassic Park pour de vrai, mais avec des animatroniques cheap. Très bien. Donc je crois d'ailleurs son Jurassic Park cheap a fait faillite très vite. Mais il l'a ouvert celui-là, je crois. Donc voilà, il y a... Et alors il y a un projet aussi de reconstruction du Titanic en Chine, mais là pas pour naviguer, juste pour en faire une espèce de parc d'attractions. C'est-à-dire un Titanic qui pourrait couler et tout ça, parc d'attractions. Ah ouais. Sauf que bon, pour l'instant ils sont. Alors je sais ils avaient pas mal avancé la construction, et là je crois qu'avec le Covid et tout ça, ça a été mis en pause et qu'on sait pas trop si ça ira jusqu'au bout. Mais là pour le coup, eux, ils sont déjà un peu plus en avance. Après, la question de savoir si un parc d'attractions Titanic c'est une bonne chose se pose évidemment. Et on sait d'ailleurs ce qui est là, attention, hein, je te pose des questions vraiment. Tu sais, pour le film de Cameron, ils avaient reconstruit une maquette de ouf avec pareil qui pouvait être incliné, tout ça, il pouvait noyer avec de la flotte et tout. On sait ce que c'est devenu, ça a été démonté ou ça a été conservé quelque part pour. Alors non, la maquette, je pense qu'elle a de toute façon, comme c'était des décors qui étaient faits pour être engloutis, je pense qu'à la fin ils étaient en bonne partie pétés, hein, de toute façon. Ils étaient en bonne partie inutilisables. Par exemple, le décor du grand escalier, je crois que quand ils l'ont inondé, c'était vraiment, ils pouvaient faire qu'une prise, quoi. Hein, ils serraient les fesses pour que ça se passe bien. Je crois. Et puis alors c'était du coup un truc très très particulier. C'est des conditions de tournage dingues de toute façon, Titanic, parce que passer son temps à patauger dans de l'eau froide pour filmer et tout ça, puis refaire 15 fois les prises, c'était compliqué. Alors bon, ils en avaient construit effectivement un gros plateau. Je pense que le plateau a en bonne partie été détruit. Par contre, il y a énormément d'accessoires du film, parfois des gros trucs, hein, des pièces de mobilier, des trucs comme ça, qui circulent, qui se vendent, qui sont des objets de collection, qu'on trouve dans des musées, sur l'histoire du cinéma, des trucs comme ça. Ça circule beaucoup. Et je crois que tout ce qui est, par exemple, gilet de sauvetage utilisé pour le film, des trucs comme ça, à mon avis, c'est des trucs que vous pouvez trouver qui circulent sur eBay, qui se vendent assez cher, évidemment, mais qui circulent pas mal. Hein. Ça, c'est des... Voilà... Il y a encore des trucs, quoi. Et je sais que pendant longtemps, c'était au Mexique, le plateau, et je sais que pendant longtemps, il me semble qu'il y avait une espèce de cimetière de décor, quoi. C'était vraiment le truc où il restait tout un tas de morceaux, mais je sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui.
D'ailleurs, ils avaient été très malins pour cette maquette parce qu'évidemment, ils avaient construit un Titanic en quasi taille réelle pour le décor, où il fallait qu'on puisse se balader sur le pont, par exemple, ce genre de choses. Sauf que pour jouer à l'économie, quand même, ils avaient construit qu'un seul côté. Ils avaient construit que le côté tribord parce que c'était pour des questions de vent et tout ça. Et le souci, c'est que pour la scène du départ, le Titanic, les gens embarquaient par bâbord. Et du coup, Cameron étant quand même pointilleux, il voulait que sa scène se passe à bâbord, mais ils avaient construit toute la partie tribord, donc ça posait problème. Ce qui fait que pour tourner cette scène, ils ont en fait tous les accessoires en inversé, notamment toutes les lettres sur les têtes des gens, sur les chapeaux des marins par exemple et tout ça. Tout est écrit à l'envers en miroir pour pouvoir inverser l'image ensuite au tournage. Ce qui fait que visiblement c'était une scène un cauchemardesque à tourner parce que comme Cameron disait faut que vous tourniez à gauche, ça voulait dire qu'il fallait tourner à droite. Enfin, ça faisait des trucs surréalistes quoi. Et ça a été un gouffre financier de toute façon Titanic, alors qui a été rentabilisé, mais la Fox a serré les fesses parce que si ça avait été un flop, ça aurait coûté très cher. Cameron avait d'ailleurs fini par mettre son propre pognon là-dedans, je crois. Pas risqué tout. Attends, lui aussi. Je vais te dire, il doit y avoir le budget sur la page. Après bon, ils sont bien rentrés dans leurs frais après. Ouais, bon ça a rapporté. Putain. ça a rapporté 2 milliards quoi. Ah ouais, non mais et c'est le troisième en termes de rentabilité de tous les temps. Le premier a priori étant Avatar, donc c'est Cameron aussi. Ah ouais, dépassement budgétaire. Le budget initial était de 110 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal. Un montant que Cameron jugea a posteriori très optimiste, étant donné la complexité du film. Blablabli, blablablou. Je crois qu'ils ont doublé le budget, il y a eu une histoire comme ça. Ouais. Tiens, tu me donnes le paquet suivant, s'il te plaît. Ah, c'est pas trop marqué. Donc on est au 41 et il y en a 46. Et il est minuit 2. Ouais, ça fait quand même beaucoup de paquets jusqu'à 2h du mat. Je trouve pas le budget, ou alors j'ai du mal à lire, je sais pas. Je ne trouve pas le budget final. Le budget définitif, ouais. 200 millions. Ouais, bah du coup, c'est. En fait, ça. Ouais, globalement, ça a coûté plus cher que de construire le Titanic, à peu près. En comparaison. En tenant compte de l'inflation et tout ça, oui, c'est à peu près même prix ou un poil plus cher. Mais bon, 11 Oscars et il a fait x10 en termes de rentabilité, donc ça va. Bon move de la part de Cameron. Ouais. Alors que le Titanic a pas été top côté rentabilité pour le coup. Le vrai. C'est pas faux. Hier, je crois dans le chat, quelqu'un disait mais il a fait combien d'allers-retours sur l'Atlantique, le Titanic? J'aurais te dire pas beaucoup, du coup. Aucun. C'est-à-dire que faut imaginer que là, sur la série quand même de navires, du coup, 3 navires jumeaux qui avaient coûté chacun 1,5 million de livres d'époque, ce qui fait beaucoup aujourd'hui, il faut multiplier par plus de 100. Et il y en a sur les 3, il y en a qu'un seul qui a fini une traversée commerciale, quoi. Donc c'est quand même emmerdant comme opération. Alors bon, il y a eu des dédommagements et tout, mais quand même, quoi. Il y a un personnage dont je voulais vous parler quand même, qui est assez extraordinaire. Je vais t'envoyer sa photo. C'est lui, William Stead, qui est une espèce de précurseur du journalisme, extraordinairement pointu. Alors bon, au moment du naufrage, il a la soixantaine déjà, donc il a une grosse carrière derrière lui, et c'est vraiment un journaliste très engagé. Engagé dans des trucs, vraiment dans des causes progressistes assez importantes. Il a notamment inventé l'éditorial pour rendre visible ce genre de cause.
Un de ses plus grands combats, par exemple, ça avait été contre la prostitution des enfants, puisque à la fin du 19e siècle, il y avait toute une affaire dans les hautes sphères londoniennes où, en gros, des gens riches allaient acheter carrément des petites filles à des familles pauvres. Et Stead était allé enquêter là-dessus, et en fait, il s'était associé à une personne un groupe humanitaire, quoi, et ils étaient allés carrément acheter une petite fille à une femme pauvre pour ensuite montrer toutes les étapes du processus et notamment montrer qu'ils arrivaient à revendre la petite fille ensuite à des gens haut placés. Alors évidemment, ils la revendaient pas pour de vrai du coup, puisque ils intervenaient avant pour empêcher le truc, mais pour montrer qu'il y avait des gens très haut placés qui baignaient là-dedans, ce qui fait qu'il avait réussi à aboutir au vote d'une loi sur l'augmentation de l'âge légal du consentement, par exemple. Donc c'était un homme de combat vraiment poussé. Et sur le Titanic, d'ailleurs, il voyageait puisqu'il se rendait aux États-Unis pour une grande conférence mondiale sur la paix. On est 2 ans avant la Première Guerre mondiale, donc ça n'a pas dû être un grand succès. Lui, il est mort dans le naufrage. Et c'était quelqu'un qui avait aussi écrit dans les années 1880-90 plusieurs nouvelles engagées contre le fait qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage sur les navires. Notamment, il avait écrit un récit d'un naufrage où plein de gens mouraient parce qu'il n'y avait pas assez de canaux, et il concluait en disant c'est ce qui arrivera si on ne met pas assez de canaux sur les navires. Donc il y a une certaine ironie du destin à ce que pour le coup il soit mort dans ces circonstances-là. Et c'était aussi un grand amateur de paranormal. Il était persuadé de réussir à entrer en contact avec une amie décédée par le biais de sa table à Ouija et de trucs comme ça. Donc là aussi, c'était quelqu'un qui du coup est lié à tout un tas de rumeurs, des histoires de momies maudites, de choses comme ça, parce que les gens fantasment beaucoup sur ces histoires de fantômes qu'il aimait raconter. À bord. On ne sait pas trop s'il croyait totalement d'ailleurs. Et sa dernière lettre, une de ses dernières lettres, c'est une lettre à sa secrétaire où il se réjouit d'être sur le Titanic parce qu'il dit enfin je vais pouvoir bosser parce qu'il n'y a pas de téléphone pour m'emmerder ici. Donc déjà à l'époque, la sursollicitation à coups de téléphone et de courrier était un problème. Et déjà le fait d'être isolé du monde pendant quelques jours allait permettre de se concentrer enfin sur des activités constructives. Donc je trouve que c'est très contemporain pour le coup. Ah mais c'est exactement ça dans le chat. J'imagine très bien le gars alors que le Titanic est en train de couler, tu sais, genre totalement stoïque au milieu du gens. Je vous l'avais bien dit. J'arrête pas de le dire. Voilà. J'ai beaucoup aimé la réaction d'Algrim dans le chat où tu détailles tout son palmarès où le gars il s'est battu pour avoir ces trucs et il fait ah ouais très très pointu le gars, et puis là tu dis il est expert en paranormal, et Algrim fait ah il est moins pointu le gars. Moins pointu, bah oui. Il y a un truc comme ça aussi, mais ce que j'aime bien, c'est justement Laurence Bisley, dont je vous ai parlé plusieurs fois, prof de sciences, qui a une approche très... Dans son livre, il a une approche très méthodique, très carrée. Il juge pas, notamment, il est vraiment dans l'envie de rechercher ce qui s'est passé sans juger, toujours très, très rationnel, très mesuré dans ses propos et tout ça. Donc on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un scientifique. Et puis d'ailleurs, il passe son temps à se moquer des gens qui croient n'importe quoi, aux prémonitions, aux conneries et tout ça. Il se moque des superstitions, il dit c'est vraiment déplorable qu'on croit à ça, on n'est plus au Moyen-Âge, merde, etc. Et puis en fait, quand on gratte un peu, à la même époque, il adhérait à fond au courant de la science chrétienne, qui est en gros un courant, pour schématiser aujourd'hui, c'est perçu comme une secte. C'est des gens qui croient que si t'as assez la foi, tu vas guérir de toutes les maladies que tu peux avoir de toute façon, donc t'inquiète pas besoin d'aller voir le médecin, t'as la foi, c'est scientifique. Et donc Bisley, il a fini manifestement par en revenir. Mais à cette époque, en tout cas, il était persuadé, du haut de sa connaissance scientifique et tout ça, il était persuadé d'avoir assez d'arguments pour croire à cette histoire. Et je trouve que c'est aussi une leçon d'humilité, parce que si un gars qui est tout à fait
raisonnable par ailleurs et tout à fait pondéré et réfléchi peut se laisser embarquer dans ce genre de conneries, et ben en fait on n'est pas à l'abri de se faire avoir sur des trucs ou d'autres tout en étant très pointu sur tout le reste, quoi. Oui, bah c'est évident, c'est pas incompatible du tout. Hein. Et puis j'en ai un autre que je voudrais vous montrer aussi, parce que lui, pour le coup, c'est un réservoir à uchronie. Il y a à peu près, je suis à peu près sûr de t'avoir entendu dire il y a à peu près 1h30. Ah, j'en ai peut-être un dernier dont j'ai oublié de vous parler. Ouais. Et il a une certaine. Et donc, alors du coup, vous prestance. Voyez. Voilà, alors on est devant la Maison Blanche. Alors nous, c'est pas les gars au milieu qui nous intéressent. Enfin, le bonhomme moustachu, tout fier là, et très gros au milieu, c'est William Taft, le président des États-Unis. Mais celui qui nous intéresse, nous, c'est le bonhomme en uniforme, tout à fait à gauche là, avec l'épée qui pendouille et la belle casquette. C'est l'aide de camp du président. Il s'appelle Archibald Butt. Et en fait, il a été aide de camp de 2 présidents successifs. Il a été l'aide de camp de Teddy Roosevelt, puis de Taft, qu'on voit ici. Et il se trouve qu'on est en 1912, à un moment où il y a une élection qui se profile, et qui est une élection un peu compliquée, puisque Roosevelt et Taft, c'est 2 présidents républicains. À une époque où d'ailleurs il faut pas les étiqueter comme aujourd'hui, parce que à l'époque par exemple c'est les républicains qui sont plutôt progressistes et inversement les démocrates qui sont complètement ségrégationnistes, racistes, etc. Bref, Butt c'est vraiment leur homme de confiance, c'est un ami très proche aussi des deux, hein. C'est un homme vraiment sur qui ils peuvent se reposer et qui fait un gros boulot pour les aider. Un aide de camp, c'est vraiment celui qui va faire beaucoup de choses pour leur faciliter la vie, leur servir de conseiller à plein de titres, quoi. Donc c'est vraiment un gars important. Et il se trouve que donc en 1912, les républicains sont divisés parce que Roosevelt, l'ancien président, et Taft, le président en exercice, ne peuvent plus se blairer. Et que du coup, Roosevelt envisage de se présenter contre Taft au présidentiel. Ce qui fait que si ça arrive, il y aura 2 candidats républicains. Et vous savez comment fonctionne le système américain, qui n'aime pas trop avoir 2 candidats pour un même parti jusqu'au bout. Surtout quand c'est 2 présidents très populaires, enfin très, très connus. Et du coup, le pauvre Archibald, c'est le meilleur ami des 2. Il est très embêté d'être pris en sandwich entre ses 2 potes présidents qui ne peuvent pas se blairer. Et il y a des élections qui se profilent, il va falloir qu'il arrive à apaiser les choses, et du coup il fait une dépression monstrueuse, ce qui fait que son ami Taft lui dit bon, tu pars prendre des vacances en Europe, tu te reposes 6 semaines, et quand tu reviens, comme ça t'es en meilleure forme, et puis on s'attaque à cette campagne, et puis tu nous réconcilies avec Roosevelt, enfin t'essaies de faire en sorte que les choses se passent mieux, quoi. Et donc, manque de bol, Butt, après ses vacances en Europe, il est revenu sur le Titanic. Et il est mort sur le Titanic. Et Taft était vraiment démoli par cette nouvelle. C'est là qu'on voit qu'ils étaient vraiment bons amis. Mais il était aussi démoli politiquement parce que du coup, est mort aussi sur le Titanic certainement, un des rares hommes qui aurait pu réconcilier Taft et Roosevelt. Et le résultat, c'est qu'à l'élection de fin 1912, pour une fois, on a eu 3 candidats et non 2 importants, ce qui fait que les républicains se sont bouffés l'un l'autre, et que c'est le démocrate Wilson qui a gagné. Et donc moi je trouve que là il y a un potentiel à uchronie énorme, parce qu'en plus Wilson c'est le président de la Première Guerre mondiale et tout ça, et que peut-être que si le Titanic avait pas coulé par exemple, c'est Taft qui aurait été réélu, allez savoir, ou il y aurait eu une entourloupe comme ça. Donc je trouve que c'est assez rigolo de voir comme ça qu'il y avait des gens importants à bord, même s'ils ont été totalement oubliés. Ouais, c'est clair. Il l'a eu dans le but. Pardon. Oui, il avait un nom très difficile à porter par contre. Comme dit Perceval, dans la langue de Joël Robuchon, Archibald de cul. Le pauvre. Oh putain. Je m'appelle Jacques Merde et je voudrais changer de nom. Je préférerais m'appeler Paul Merde. Quelqu'un demande
si la mort d'Archibald Butt a eu une influence sur la rapidité de la commission du Sénat, je sais pas si ça a accéléré les choses, mais en tout cas, ça a dû être un argument que le sénateur qui a mené la commission a utilisé pour justifier qu'il voulait faire la commission, puisqu'il a dû vraiment organiser ça très vite, et donc peut-être que ça fait partie de ses arguments. Et en tout cas, c'est une question qui pose régulièrement parce que les Américains sont très frustrés, parce que quand ils ont demandé des nouvelles pour savoir qui avait survécu et tout ça au Carpathia, comme le Carpathia avait une très faible radio et était surtout occupé à envoyer des listes de gens et puis les messages des rescapés, bah du coup ils n'ont pas répondu au message très urgent du président américain qui demandait est-ce que Butt a survécu. Et du coup, pendant la commission d'enquête, ils étaient très frustrés. Donc ils disaient pourquoi vous n'avez pas répondu à ce message, pourquoi vous n'avez pas dit au président que son aide de camp était mort, tout ça. Donc ils en parlent pas mal, quoi. Mais autrement, c'était pas non plus le sujet crucial. Mais c'est un des bons hommes dont il parle beaucoup. Et plusieurs fois, le sénateur demande aux témoins est-ce que pendant le naufrage, vous avez vu Archibald Butt? Est-ce que vous savez ce qu'il faisait? Patati patata. Ah tiens, il y a quelqu'un qui demande sur le film allemand sur le Titanic. Alors il y en a deux, il y a un film muet du début du siècle, et il y a surtout le film de 1943 qui a été fait par les nazis. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. C'est un gros film de propagande nazie, pas très subtil, où le Titanic coule à cause des méchants capitalistes juifs anglo-américains, et que c'est vraiment des méchants, et que les gentils, c'est évidemment ceux qui viennent d'Allemagne et des pays alliés de l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de la... Ils ont manifestement, alors déjà le film n'est jamais sorti en Allemagne nazie parce que le temps qu'il soit fini, l'Allemagne nazie se faisait bombarder de partout, donc c'était jugé qu'un film catastrophe, c'était pas trop dans le mood. En plus, l'Allemagne était en train de perdre la guerre et tout. Et on se disait que c'était peut-être plus super comme modèle de propagande de montrer un capitaine du Titanic complètement fou qui conduit un bateau n'importe comment, alors que ça pourrait être comparé à Hitler qui conduit l'Allemagne n'importe comment. Donc il a été sorti qu'en France celui-là, puis ensuite dans le reste du monde. Et par contre, les autorités d'Allemagne de l'Est, ensuite après-guerre, les autorités de l'Allemagne communiste l'ont récupéré, ont enlevé les trucs les plus outrancièrement antisémites, mais par contre tout le côté anticapitaliste, ça leur plaisait bien. Il y a une question intéressante là, quelqu'un qui demande s'il y avait des Afro-Américains qui n'étaient pas des valets, etc. Alors j'ai dit que le seul passager noir sur le Titanic, c'était Joseph Laroche, un haïtien, un ingénieur haïtien. Il n'y avait pas du tout de domestique noir à bord du Titanic, pas du tout. Mais par contre, il y a des légendes urbaines qui sont nées il y a quelques années. Sur internet, là, on sait vraiment d'où c'est parti. C'est parti de pages Facebook chelou. Comme quoi, non seulement il y aurait eu des noirs, mais qu'en plus on les aurait parqués dans des espaces secrets du navire pour pas que les autres passagers les voient, etc., etc. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que, de façon générale, il y avait très peu de noirs sur la ligne transatlantique. On a par contre une trentaine, je crois, de Syriens qui voyagent sur le Titanic. Et puis quelques Chinois et un Japonais, mais autrement on est quand même surtout sur des gens qui viennent d'Europe et d'Amérique du Nord, quoi. Et des Blancs principalement. Et non, il n'y a pas eu de mort pendant le trajet avant la collision, même si des morts sur un paquebot ça arrive, hein, mais là pour le coup, pas sur cette traversée-là. Avec la main gauche qui dit « J'ai remarqué que quand Eastony parle de technique pure, Kali avance plus vite. » Ah. Alors, comment ça fonctionnait les moteurs? Alors, à minuit 27, ça va être difficile. Mais pour schématiser en gros la machine à vapeur, le but c'est que tu fais chauffer de l'eau et la vapeur ça monte, ça prend plus de place et ça soulève des trucs. Et du coup, dans tes machines, en fait, les machines, c'est... je vais essayer de... Je crois qu'il y a un schéma sur Wikipédia qui est pratique. T'es incroyable, tu sais. C'est que ça, c'est un truc qui est tellement galère à expliquer que c'est pas la première fois, si tu veux, que je cherche comment l'expliquer à des gens, et du coup, j'ai fini par le connaître, ce schéma sur Wikipédia, animé même. Je crois qu'il est animé. Oui, c'est parfait, il est animé.
En gros, si vous voulez, là sur le schéma, ce que vous voyez, c'est que la vapeur, donc, elle arrive par la petite flèche rouge à gauche. Et en gros, elle rentre dans un premier cylindre, et comme elle essaie de monter, d'une certaine manière, elle fait monter ce premier piston, et ça actionne comme ça un premier axe, et puis elle passe dans le deuxième cylindre, elle fait monter, pareil, ça actionne le deuxième axe, puis elle passe dans le troisième cylindre, et ça actionne le troisième axe. Et ces trois axes, en fait, du coup, ils font tourner l'arbre d'hélice, et ça fait tourner l'hélice. Donc c'est vraiment un truc très con, hein. C'est de l'eau qui chauffe, et qui fait tourner tout ça. Et puis après on la refroidit pour la liquéfier et pour la refaire chauffer plus tard, et on fait ça pendant 7 jours. Donc c'est vraiment très, très con comme façon de faire. Simplement, plus le bateau est grand, plus il faut faire chauffer d'eau. Et du coup, sur le Titanic, il y a 29 chaudières potentiellement pour alimenter ces machins-là. Alors, ça fait combien de temps que tu étudies le Titanic ? Moi, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, à peu près. Donc bon, du coup, très en amateur comme un enfant, quoi. Et puis plus sérieusement, depuis l'adolescence, on va dire. Et très sérieusement depuis mes 18 ans, peut-être quand je me suis mis à lire de l'anglais. Donc ouais, ça fait un moment. Et tu penses que tu as lu tout ce qui pouvait exister dessus ? Ah, pas du tout. Il y a beaucoup de choses, et j'en ai encore beaucoup à lire. Tiens, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des œuvres d'art perdues sur le Titanic. Alors oui, il y a un tableau de Blondel, un peintre français du 19e, qui a été perdu. Je cherchais tout à l'heure si je pouvais vous envoyer l'image, sauf que... Alors parce qu'on a une esquisse du tableau en question. Sauf que je sais pas si elle est très Twitch-friendly, puisque c'est une représentation d'une dame toute nue. Ouais, non. Mais voilà, ça s'appelle la Circassienne au bain, si vous cherchez, de Blondel, et effectivement, elle a coulé avec le navire, et visiblement, elle était estimée assez chère, quoi. Par contre, effectivement, il n'y avait pas de tableau de Picasso à bord, comme le montre James Cameron. D'ailleurs, en parlant de Picasso, allez voir la vidéo de Manon Bril, c'est une autre histoire sur Picasso. Ça changera un peu votre regard sur le bonhomme et toute son œuvre. C'est un gros bâtard. Il y a eu un CD-ROM documentaire interactif commenté par Frédéric Mitterrand, ça c'est quelque chose quand même. Oh la vache. Quelqu'un demande combien coûtait le paquebot. Du coup, c'était 1 500 000 livres sterling d'époque. Alors je sais qu'on disait qu'au début des années 2000, ça équivaudrait en gros à 200 millions de dollars. Donc on est dans ces eaux-là, quoi. On est sûrement encore plus cher aujourd'hui. Donc c'est du bon projet, quoi. C'est du projet cher. Et comment d'ailleurs on trouve les financements pour un tel navire La White Star, elle avait les fonds en propre ou est-ce que alors là, je crois qu'en gros, ils hypothéquaient leur navire, c'est-à-dire qu'ils faisaient une espèce de... Oui, je sais qu'ils avaient des remboursements pour ce projet-là, ils avaient des remboursements qui devaient courir, je pense, jusque dans les années 30 ou 40. Hein. Ouais. Vu que les bateaux étaient faits pour durer 25 ans facile, il y avait pour long de remboursement, mais comme ils avaient déjà pas mal de bateaux qui avaient de la valeur, ils hypothéquaient ces bateaux-là, quoi, pour assurer qu'ils pourraient rembourser. Il y a eu une comédie musicale Titanic là. Oui, il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer sur le Titanic. Hein. C'est vraiment très... J'ai même, je crois même que j'avais découvert une fanfic. Parce qu'il y a beaucoup de fanfics sur le Titanic, on en avait lu des ridicules, et il y avait quand même une fanfic à base de bastons de bouffe dans la salle à manger du Titanic, avec tout un tas de personnages historiques qui se mêlaient à une baston de bouffe. C'était assez extraordinaire, donc il y a vraiment de tout. Oui, alors quelqu'un parle du jeu Titanic Honor and Glory. Alors oui, je fantasme à mort sur ce jeu. Je connais des gens qui travaillent dessus. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ils ont déjà fait plusieurs démos qui sont vraiment très bien si vous voulez vous rincer l'œil. Et là, ils vont sortir pour Noël, comme ils sont un peu à la bourre pour la sortie de l'alpha de leur jeu, ils vont sortir la méga démo de toutes les démos qu'ils avaient préparées jusque-là. Donc on pourra explorer, je crois qu'ils avaient dit 20% du Titanic qu'ils avaient reconstitué.
Donc c'est un truc de dingue, avec une attention aux détails assez folle. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Même si ça va leur prendre beaucoup de temps. Et il y a quelques temps, ils ont sorti aussi une simulation du naufrage du Britannic sur Steam. C'est assez intéressant, on peut se balader sur le Britannic et assister au naufrage en temps réel. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, moi, en tant qu'historien, en fait, ça me force à changer de regard. C'est ce que je disais hier aussi. On a une vision globale, nous, avec le recul de l'événement. On sait ce qui se passe à peu près, à quel endroit, à quel moment. Et donc, on a une vision de tous les endroits en même temps. Et là, dans le jeu, forcément, du coup, on est obligé de vivre le naufrage d'un point de vue précis. Ce qui fait qu'on peut le vivre 15 fois de suite, en fait, parce que selon l'endroit où tu es, tu vis pas du tout la même chose, tu ne vois pas du tout les mêmes choses. Et ça aide vraiment à réfléchir à cette difficulté d'avoir une vision globale de l'événement sur un truc aussi gros. Et le jeu s'appelle, donc tu dis sur Steam. Alors sur le Britannic, sur Steam, il s'appelle Britannic Patroness of the Mediterranean. Et donc c'est une reconstitution du navire. Alors ils ont reconstitué les extérieurs et puis certains intérieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le Britannic a été transformé immédiatement en navire hôpital, ils proposent une reconstitution de certains intérieurs tels que c'était en navire hôpital et une reconstitution de certains intérieurs tels qu'ils auraient dû être s'ils avaient pu naviguer. Ah, puis c'est pas moche, hein. C'est du bon boulot, oui. Ils ont fait un sacré travail, oui. Voilà, c'est... Oui, puis alors sur le Britannic, ils avaient craqué leur string dans le grand escalier, ils avaient foutu un orgue géant automatique. Pourquoi il y avait différentes décos ? J'ai pas compris. Alors il était légèrement différent, oui, du Titanic, dans le sens où comme il arrivait encore 2 ans plus tard, ils avaient essayé d'étoffer encore un peu. Donc comme je te dis, par exemple, dans le grand escalier, ils s'étaient dit, tiens, pourquoi pas mettre des orgues géants. Voilà, on met un orgue géant. Ouais, mais des trucs comme ça, quoi. À un moment donné, dans l'escalier, tu vois, on voyait qu'il y avait tu vois, regarde. Ah oui, une version en lino, voilà, plus simple et tout ça. Oui, c'est que donc du coup, ça en fait, la décoration, ils ont jamais eu le temps de l'installer, puisque le Britannic, en fait, il était. Voilà, donc c'était la version très sobre là qu'on voit sans les éléments décoratifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait le Britannic, on venait de commencer la construction quand le Titanic a coulé. Du coup, on a pris un peu de temps pour l'améliorer, pour ne serait-ce que pour justement convaincre les gens de venir dessus. Et le temps qu'ils aient fini la construction, en fait, on était en 1915, donc on pouvait pas le mettre en service puisque c'était la guerre. Et par contre, il y avait l'offensive des Dardanelles à l'époque. Donc pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on était aussi en guerre contre l'Empire ottoman. Et les Dardanelles, c'était une tentative de débarquement juste à côté de Constantinople pour y aller, quoi. Et c'est un débarquement qui a très mal tourné. Du coup, on a eu besoin de bateaux hôpitaux pour aller chercher ces blessés en Méditerranée. Et le Britannic, c'était un bateau qui pouvait transporter dans les 3-4 000 blessés. Donc il a servi à ça, il a fait 5 voyages complets pour aller chercher des gens là-bas, et pendant le 6e, il a heurté une mine, et il a coulé. Pour avoir des images du jeu, il vaut bien plutôt... Alors là, voilà, c'est ce qu'ils vont sortir bientôt en alpha, comme ils font des parties petit à petit. Là, ils vont montrer... on pourra visiter le pont avant pendant les travaux. Donc ce que vous voyez au fond, là, d'ailleurs, la cabane en bois, c'est les toilettes. Puisque pendant les travaux, il faut des toilettes de chantier, et donc ils avaient des toilettes qui étaient suspendues au-dessus du vide pour que ça tombe à côté. Il faut pas avoir peur quand t'es... c'est sûr. Oui, il faut espérer que les chiottes sont bien accrochées, effectivement. Et c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire, c'est que Internet aussi a ce côté magnifique. On peut rencontrer des passionnés de partout, en fait, de tout un tas de sujets ultra précis. Et là, on a typiquement ça, c'est-à-dire que c'est une équipe, il y a des gens un peu partout dans le monde.
Et ouais, c'est du coup des passionnés qui vont en plus des fois. Moi, j'ai un pote par exemple qui a travaillé pour reconstituer pour le jeu les grilles des ascenseurs du Titanic et qui allait s'écraser les yeux en regardant des vidéos de l'épave où par moment on a filmé les grilles d'ascenseurs parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas le même motif que sur certaines photos de l'Olympique et que donc les grilles étaient différentes et que donc il a commencé à travailler pour essayer de déterminer précisément quel était le motif. Donc c'est vraiment ce niveau-là de détail, quoi. C'est un truc de fou. C'est extraordinaire. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais alors oui, celui-là, pour l'instant en tout cas, il n'est pas annoncé en VR a priori, mais par contre le britannique, ouais, il était en VR, il est compatible. Il est en VR aussi, ouais, compatible VR. Ouais. Titanic aussi. Ouais. Bah, pour celui-là, a priori, il devrait le devenir. Pour l'instant, on a que des démos et je pense pas qu'elles le soient, mais ils aspirent à le faire aussi, ouais, parce que c'est incontournable, quoi. Ouais. Parce que là, c'est des images de leur démo pour l'instant qui sont pas encore dans le moteur qu'ils vont utiliser, le moteur définitif. C'est pour ça donc ça sera encore plus détaillé que ça. Ah oui, tiens, là on voit des douches et je trouve que les douches du Titanic, les douches de la piscine du Titanic sont assez extraordinaires. C'est des trucs que jamais de la vie vous me faites rentrer là-dedans. Quoi, on les a vus en détail. On les a aperçus. On les a aperçus au moment où ils montraient la piscine. Ah, t'as l'impression que c'est un truc d'abattoir. Voilà, c'est très. Tu rentres dedans, tu te prends un choc dans le front. Ok, très bien. Je trouve ça assez chouette de voir en fait toutes ces images après les 8 heures qu'on vient de passer ensemble à parler du Titanic en fait, parce que tu vois, on se projette vachement et là d'un coup on a vu les images, les photos et tout, et là waouh, ça tout devient hyper concret. Vrai, hein, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Je suis scotché. En plus, ouais, la musique, j'ai peur qu'on se fasse, on sait jamais, je vais pas la mettre. Bon, bah en tout cas, les fameux trucs pneumatiques là. Ah oui, il y a un travail de fou sur les détails, hein. C'est vraiment très 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 poussé. Quelqu'un demande si les gens se perdaient pas dedans, ben ça dépend. Les passagers de première classe, on leur filait un plan en fait. On leur filait un plan pour qu'ils sachent où trouver les endroits où ils avaient besoin d'aller. Après, c'est vrai que par exemple, en première classe, tout est assez rectiligne, les couloirs sont de droit, c'est pas trop difficile de se repérer. Par contre, dès qu'on parle des endroits pour l'équipage et tout ça, là, ça devient beaucoup plus tortueux. Et par exemple, quand on lit les mémoires de l'officier Lightoller, lui, il dit qu'il lui a fallu quelques jours pour commencer à comprendre où il allait, quoi. C'est d'ailleurs dans James Cameron, dans son film, je sais plus d'où ça vient, son truc du diamant de l'océan, là, où je sais plus quoi, c'est un truc qui était vraiment sur le navire ou... Non, enfin il y avait beaucoup de bijoux de toute façon, hein, parce que vu le niveau vu le niveau de richesse là-bas, il y avait beaucoup de bijoux. Après, pour le coup, non, son histoire, je pense, s'inspire surtout du fait qu'une histoire comme ça de bijoux précieux qui à un moment est volé et puis que quelqu'un est accusé du vol, même si c'est pas lui qui l'a volé, ça on le retrouvait déjà, si je ne me trompe pas, dans le film des nazis en 1943. Donc c'est pour ça que quand je dis que James Cameron a pas mal pompé des morceaux de plusieurs autres films, ça fait partie des trucs qu'il est allé chercher ailleurs très certainement. Ah ouais, il a carrément tapé dans le nazi, quoi. Très bien. Ah bah dans le film nazi, il y a aussi une scène où un personnage est libéré, je crois, grâce à une hache, par exemple. Il y a des trucs comme ça. Et puis dans le film de 1958 aussi, il y a certains dialogues qui ensuite ont été repris mot pour mot par James Cameron. Et là, c'est trop évident pour que ce soit une coïncidence. Donc on va dire que c'est un hommage. On a Percival Robin qui nous dit: pour les anglophones, récemment il y a eu une longue interview de l'un des participants de Honor and Glory sur le podcast Well, There Is Your Problem, qui détaille la catastrophe étape par étape, et ça dure 4 heures et c'est super bien. Bon, ils ont l'habitude des trucs qui durent longtemps maintenant. Ah bah oui, là... Oui, là... quelqu'un me demande s'il y a des suites pour la
Traduction du livre de Laurence Bisley, c'est pas la première fois que je dois passer la question. Moi, la traduction, en fait, j'ai fait parce que je suis parti du principe que comme le livre est dans le domaine public en anglais, ça serait bien qu'il y ait une traduction en français qui soit aussi accessible facilement sur Internet. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mise en accès libre sur mon site. Pour ça, mais donc moi, ma traduction, elle n'a pas vocation à être publiée ensuite sur papier. Il y a eu une traduction publiée sur papier au moment du centenaire, mais de ce qu'on m'en a dit, c'est une traduction qui est bourrée d'erreurs de traduction, ce qui est malheureusement assez souvent le cas, notamment quand on a du vocabulaire un peu maritime, on a souvent tendance à s'embrouiller. Donc c'est pour ça que moi j'avais préféré le traduire de mon côté, mais enfin j'ai passé 10 ans à le faire, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas avancé très vite. Mais du coup, non, il n'y aura pas de suite. Elle est sur Internet pour qui veut s'amuser avec. Par contre, j'ai fini de traduire toute la commission d'enquête américaine. Il faut que je travaille à la relecture maintenant. Mais comme il y a 1170 pages, et que là aussi, ça c'est un truc que j'avais commencé en 2009 et que j'ai fini en décembre l'an dernier. Donc c'était un long travail. Et là, je vais faire la relecture et je pense que je le mettrai aussi sur mon site quand ce sera fini. Parce que je trouve que c'est des documents intéressants. Mais pour ceux qui parlent anglais, sinon, toutes les commissions d'enquête du Titanic sont sur Internet, librement accessibles, avec tous les témoignages et tout. Et c'est vachement bien aussi, parce que pendant longtemps, il fallait se déplacer dans les archives pour les lire. Et là, maintenant, tout est là, quoi. Tout est super accessible. Et alors, pourquoi tu dis que ça n'a pas vocation à être sur papier? C'est parce que toi, t'en as parce que occupé de ça? Déjà, j'ai pas envie de m'en occuper, mais en plus, je sais pas, pour les questions de droit, si tu veux, je sais que la version anglaise est dans le domaine public, mais je sais pas ce qu'il en est par rapport au droit français, tout ça. Donc bon, puis je préfère que ce soit accessible facilement. Je préfère, moi, je considère, comme c'est une œuvre que j'ai trouvée gratuitement sur Internet dans le domaine public, j'ai pas envie de la rendre payante de mon côté. Donc voilà. Par contre, tu peux avoir les deux après, hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le bouquin. Oui. Par contre, vous allez avoir bientôt un autre livre sur le sujet, normalement, de ma part. Et oui, les titanicophiles, on en parle effectivement. J'ai un pote qui a breveté le terme. Les passionnés du Titanic en français ont dit ouais, titanicophile, on a fini par adopter ce terme. Mais je crois que là on est tous devenus titanicophiles grâce à toi. Quelqu'un demandait s'il restait des survivants du naufrage encore vivants aujourd'hui. Non, la dernière est morte en 2009. Parce que là aujourd'hui ça fait quand même 110 ans, donc les survivants ça commencerait à faire des gens assez vieux. Alors je vais te donner du coup avant que tu partes quand même la réponse sur les canots de sauvetage. Ah oui. Donc il n'y a pas tous les canaux de sauvetage, en réalité il y en a 16 demi, mais du coup tu expliquais que il y en avait 4 qui étaient des panneaux, des canaux pliants, montables, pliants, voilà. Donc ceux-là sont pas représentés. Ils les ont pas mis, d'accord. Voilà, mais quand même, il y en a le bon nombre. Le seul truc c'est qu'ils ont tous la même taille, alors que toi tu nous expliquais justement que ils avaient pas tous il y en avait 2 plus petits, ouais. Voilà, il y en avait 2 qui étaient plus petits. C'est vrai que ça aurait été galère à faire de toute façon. Voilà. Bon, écoute, encore merci, bon courage. Je vous souhaite une bonne fin de montage. Merci beaucoup à toi d'avoir été là et d'avoir parlé de tous ces trucs-là. C'était hyper instructif, c'était trop passionnant. J'ai trop envie de voir le Titanic et plein de documentaires dessus. Mais le meilleur documentaire finalement c'était toi. Oh. Voilà. Bon allez, bonne soirée. Bonne nuit. Merci encore. Salut. Ciao.